TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bonjour tout le monde, 8 décembre 2021. Aujourd'hui, à l'émission, on fait le point sur les taxes payées par les commerçants des secteurs de l'Est de Gatineau. Pour une autre année, ces taxes ne seront pas aussi élevées. En fait, pour les prochaines années, ces taxes ne seront pas encore aussi élevées par rapport au reste de la ville de Gatineau. Également, à l'émission, on parle de la toute nouvelle illumination de l'avenue de Buckingham. Émilie Barrette nous explique qu'elle fera à nouveau son événement à Noël On se rassemble. Et Sandra Mathieu nous fait découvrir des parcours glacés en Outaouais. Aux actualités cette semaine, d'abord, jeudi dernier, le 2 décembre, avait lieu à nouveau la guignolée des médias aux intersections des secteurs de Masson-Angers et Buckingham, comme un peu partout ailleurs à Gatineau aussi. Et la TVC Basse-Lièvre était présente d'ailleurs pour récolter des dons. Yannick Boursier, combien a été amassé en argent cette année? Comment ça s'est passé? Bien, du côté de Gatineau, pour toutes les intersections de Gatineau, il y a eu 39 857 $ qui ont été amassés du côté de la guignolée pour les intersections seulement. Dans l'Est, pour les 3 intersections qui sont de l'Ami de l'Entraide, on parle de 4 226 $ qui ont été amassés. C'est un petit peu moins que ce qui avait été amassé en 2019, la dernière fois qu'il y a eu la guignolée aux intersections. On avait ramassé à ce moment-là à peu près 7 300 $. Oui, il y a quand même une différence, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, il n'y avait pas de campagne virtuelle. Depuis 2020, par contre, il y en a une campagne virtuelle et c'est possible de donner encore de l'argent jusqu'au 31 décembre en allant à guignolée.ca en sélectionnant l'Outaouais. Et l'année passée, là, 18 000 $ quand même avaient été amassés avec la campagne virtuelle. Et Yannick Boursier, de quelle autre façon on peut aider notre banque alimentaire ici dans le secteur de la Basse-Lièvre? Comment on peut aider l'Ami de l'Entraide? Bien, l'Ami de l'Entraide invite les gens qui veulent faire des campagnes de financement dans des entreprises ou avec des amis d'en faire et de venir porter l'argent du côté de l'Ami de l'Entraide ou aussi de faire des campagnes de denrées non périssables. On en a toujours besoin. On cherche toujours à bonifier l'aide alimentaire qu'on offre dans le temps des fêtes. Donc, on cherche beaucoup d'aliments. On donne des exemples, entre autres, comme du beurre de pinot, du macaroni, de la soupe et même du chocolat chaud pour essayer de donner un petit plaisir aux enfants pendant le temps des fêtes. On l'espère de pouvoir donner un peu de plaisir. Toujours dans le secteur donc, de la Basse-Lièvre, pour les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers, eh bien, les taxes ne sont pas les mêmes ici que dans le reste de la ville de Gatineau. Il y a certaines personnes qui payent des taxes moins élevées. En fait, on parle ici de commerce. Yannick Boursier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bien, depuis la fusion, au moment de la fusion en 2002, il y avait une grosse différence entre les secteurs pour le taux de taxe. La ville devait harmoniser ce taux de taxe-là pour les 5 ex-villes, mais dans l'Est, il y avait une très grande différence pour certains commerçants, certaines entreprises. Donc, on a demandé de pouvoir étaler le tout. Ça a été permis, au départ, c'était permis jusqu'en 2011. Ensuite, on avait demandé jusqu'en 2020. Et là, ce qu'on demande, c'est qu'on étale encore pour un autre 3 ans. On demande une autre fois de pouvoir continuer l'étalement pour ne pas qu'il y ait une hausse trop importante cette année pour les commerçants qui sont touchés. Mm-hmm. Ça pourrait être une hausse de combien si on ne faisait pas cette demande-là? Ce qu'on a dit du côté de, parce que ça passe en commission parlementaire, parce que ça demande une acceptation du gouvernement, ce que la Ville a dit lors de cette commission parlementaire, c'est que dans certains cas, la majorité des cas, c'est entre 5 et 15 %, mais que ça pourrait être même supérieur à ça s'il n'y avait pas rien. Et on disait qu'avec la situation actuellement, ce n'était pas le temps pour faire ça. Donc, on ne voulait pas donner ce fardeau-là aux commerçants touchés. On parle de 94 entreprises entreprises, commerces du côté de Buckingham et Masson-Angers qui sont encore très loin d'être harmonisés pour avoir le même taux de taxe que le reste de la ville. Mm-hmm. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres demandes encore pour repousser encore une fois là, cette harmonisation de taxes ou là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête? Là?
Oui, bien non, la question a été demandée et non, effectivement, la Ville a indiqué que c'est la dernière demande qu'ils vont faire. Selon leur plan, il resterait à peu près une quinzaine d'entreprises à la fin de ces 3 années-là qui ne seront pas harmonisées parce qu'il faut dire que l'étalement, selon la réglementation, ils ont le droit d'augmenter de 5 par année au maximum. Donc, il y a encore des entreprises qui, même en augmentant de 5 ne seront pas encore rendues au taux de taxe qu'on a présentement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au bout de ces 3 prochaines années-là, les citoyens touchés, les commerçants touchés, bien, vont subir la hausse de taxes qui reste puisque le taux va être harmonisé et ils vont subir la différence à ce moment-là. Toujours aux affaires municipales, mais cette fois-ci, pour ce qui est des municipalités, des plus petites municipalités, de moins de 100 000 habitants, il y a eu une vérification qui a été faite des comptes. Donc, il y a eu des audits. Et ce que la Commission municipale du Québec a vu, c'est qu'il y a des municipalités au Québec qui ne sont pas conformes à la loi. Et il y en a plusieurs dans la Basse-Lièvre qui ne sont pas conformes à la loi. À quels égards, donc, ces municipalités ne sont pas conformes? Yannick, qu'est-ce que la Commission a découvert? La Commission a fait, en fait, 2 audits différents. Des audits, c'est des vérifications pour s'assurer que les municipalités respectent ce qu'elles doivent faire dans différents dossiers. Dans ce cas-ci, ce qu'on a regardé, c'est l'adoption du budget et l'adoption du plan triennal d'immobilisation, qui sont quand même 2 documents assez importants pour les municipalités. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'une grande partie des municipalités ne respectent pas le cadre légal pour adopter ces éléments-là. Du côté du budget, on parle que 57 des municipalités de moins de 100 000 habitants au Québec qui étaient conformes. Et du côté du PTI, c'est moins de 50 c'est 44 des municipalités qui étaient conformes aux règles gouvernementales. Pour le PTI, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi, là? C'est le plan triennal d'immobilisation. On parle de quoi ici? Le plan triennal d'immobilisation, c'est qu'est-ce qui définit les projets qui vont être faits dans les 3 prochaines années. Et la différence par rapport au PTI, par rapport au budget, c'est que dans certains cas, pour le PTI, il y a des municipalités qui l'ont adopté, mais pour 1 an. Ils ont dit voici les projets qu'on va faire l'année prochaine. Or, ils sont obligés de l'adopter pour 3 ans, même s'il est revu à toutes les années. Donc, dans ce cas-là, il y a des municipalités qui ont été considérées comme n'ayant pas fourni de PTI, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça selon la formule de 3 années. Donc là, ils ont fait juste pour 1 an. Donc, du côté des autres, il y avait plusieurs éléments à regarder, notamment les dates d'adoption, les budgets, autant comme les PTI, doivent être adoptés avant le 31 décembre. Ça doit être fait dans une séance exclusive qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est l'élément qui revient le plus souvent, c'est que la majorité des municipalités non conformes ne l'ont pas adopté lors d'une séance exclusive. Donc, ils l'ont adopté en même temps que d'autres sujets et ça ne respecte pas la réglementation de la loi. Et le Conseil doit faire une séance spécialement pour le budget et le PTI et rien d'autre. Il faut donner un certain délai aussi. Il faut faire un avis public avant que ce soit adopté. Ça non plus, le délai d'un certain nombre de jours, je pense que c'est 8 jours là, entre l'avis public et l'adoption, n'était pas respecté. Hein? Exact, c'est ça, c'est 8 jours. Il faut avoir un avis public, premièrement. Il y a certaines municipalités qui ne l'ont pas fait et il y en a qui l'ont fait, mais que l'avis public a été fait moins de 8 jours avant l'adoption. Donc, ça aussi, ce n'est pas légal. Et donc, ces différents éléments-là doivent être respectés pour que le tout soit considéré comme conforme. Alors, les municipalités devront mettre en place un plan d'action pour devenir conforme. C'est le cas notamment là, des municipalités de la Basse-Lièvre, là, notamment Maillot, Mulgrave et Derry. J'en nomme quelques-uns. Donc, l'Ange-Gardien et Bowman étaient corrects, par contre. Exact. Et finalement, en terminant, Yannick Boursier, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, il y a eu des activités de sensibilisation au poids la semaine dernière. Hein, on est de plus en plus sensibilisés aux commentaires qu'on fait sur le poids, à quel point ils peuvent nous affecter, ces commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école Louis-Joseph Papineau? Bien, c'est un projet qui a été fait avec la participation du groupe Filles Actives. On a mis des messages sur les miroirs. On voulait sensibiliser. C'est la 2e année qu'on fait ça. Les gens à l'importance de ne pas faire de commentaires sur le poids, que ce soit un commentaire qui peut paraître positif, de dire à quelqu'un « tu as maigri », mais ça amène la personne à dire « OK, est-ce que j'avais un poids? » Donc, ce qu'on veut, c'est arrêtons de faire des commentaires sur le poids. Les gens n'ont rien à dire. On me disait,
Si quelqu'un veut faire un commentaire sur le poids, dis-le dans ta tête et passe à autre chose. Et à la place, faire des commentaires sur les qualités de la personne, sur ce qu'on voit de positif de la personne. Et c'est le message qu'on a voulu faire passer aux jeunes de l'école de Louis-Joseph Papineau. Alors, ils ont même écrit ces messages dans les miroirs, sur les miroirs un peu partout dans l'école pour vraiment imprégner ces messages dans la tête des jeunes. Yannick Bourtier, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci. Depuis samedi dernier, le 4 décembre dernier, il y a du nouveau à Buckingham, plus particulièrement sur l'avenue de Buckingham. Il y a plein de lumière un peu partout. C'est une initiative, cette illumination, du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Ça, c'est la chambre de commerce, on pourrait dire, des secteurs de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. Alors, on va parler de cette illumination avec le président du RGABL, Pierre Farran. Bonjour. Bonjour, madame. Pierre Farran, comment vous vous sentez d'avoir une belle avenue maintenant, tout illuminée? Oh, c'était content, c'était beau, il y avait du monde, c'est très beau, ça revitalise l'artère principale commerciale. Pour moi, c'est un très beau coup qu'on a fait. Et c'était l'objectif, en fait, vraiment de revitaliser de cette façon-là l'avenue Buckingham. Oui. Sur une note un peu plus personnelle, moi d'ailleurs, je reviens de Morristown aux États-Unis, ça c'est tout près de New York. Et à mon arrivée à Morristown en fin de semaine, je suis arrivée avec un parc illuminé et vraiment ça a accroché mon regard. J'étais charmée et je me dis que c'est ce qu'on va vivre maintenant en arrivant à Buckingham avec cette illumination. Est-ce qu'il y a un élément dans tous ces éléments illuminés que vous appréciez davantage, dont vous êtes davantage fiers peut-être? Je vous dirais la place McLaren avec les arches ainsi que le cadre et les arbres illuminés pour descendre au parc en bas. J'ai trouvé ça très beau. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Parce que l'année passée, vous aviez déjà mis quelques éléments illuminés sur la rue, l'avenue de Buckingham. Exact. On avait commencé en 2020 suite à une enveloppe budgétaire qui nous avait été donnée par la Ville de Gatineau pour revitaliser l'artère commerciale. Nous autres, on a décidé d'en prendre une partie puis de faire de l'illumination. Fait qu'on avait commencé l'année passée avec quelques boules de Noël, quelques lumières à l'arbre au coin de McLaren puis l'avenue de Buckingham. Mais disons, cette année, on était avec le vieux marché, on a éclairé aussi un gros arbre là-bas, des petits arbres en descendant, des petits arbres à côté de celui du gros sapin au coin de McLaren puis l'avenue de Buckingham. Oui, donc tout ça, vous en êtes fiers, si je comprends bien. Très fiers. Et M. Farran, ça a coûté combien ce projet? Depuis 2020, ça fait 87 000 $ qu'on investit, mais je crois que c'est bien investi. Ça va aider nos commerçants sur l'avenue Buckingham, puis amener le monde, en se promenant, venir voir les lumières, donner la chance de magasiner aussi sur notre artère principale. Il ne faut pas voir ça seulement comme des décorations de Noël, bien que ça concorde avec le temps des fêtes. Ce sont des illuminations qui vont rester tout au long de l'année pour la majorité, peut-être pas toutes, là. Non, disons que je vous dirais que des arbres jusqu'à mi-mars à peu près, les boules aussi vont demeurer jusqu'à mi-mars. Par contre, on va mettre des fanions on s'emballe pour l'achat local qui va avoir ses lampadaires. Par contre, les lumières alentour la place du marché exact, eux autres vont rester illuminés. L'arche va finir probablement à fin janvier, mais le cadre toute l'année va être illuminé. Mm-hmm. Alors, ça égayera nos marches dans ce centre-ville de Buckingham. Merci beaucoup, M. Farran. Bien, vous êtes très gentil. Si vous me permettez, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous les commerçants, tous nos entrepreneurs, le conseil d'administration ainsi qu'à tout le monde, souhaiter un joyeux Noël plein de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
pour une 14e année consécutive, les gens seuls à Noël pourront célébrer eux aussi grâce à l'initiative À Noël, on se rassemble. Alors, j'en parle de cette initiative, de cet événement avec l'organisatrice et fondatrice Émilie Barrette. Bonjour, Émilie. Bonjour, Valérie. Émilie, cet événement, donc c'est ça, ça fait plusieurs années que ça existe. Par contre, dans les 2 dernières années, c'est-à-dire l'an passé et cette année, la formule, elle est un peu différente. Peux-tu nous mettre en contexte, là, nous expliquer ce que vous faisiez auparavant et ce que vous faites là, depuis 2 ans? Oui, mais en fait, depuis le départ, là, on se rassemble. Ça porte bien son nom. En fait, là, à Noël, on se rassemble. Ça se tenait à la salle de quai à Buckingham. Dans les dernières années, on était un peu plus de 150 personnes. Donc, il y avait une soirée. Tout était gratuit. Donc, un repas froid et un repas chaud traditionnel de Noël, avec également des activités chansonniers, de la musique et la présence aussi là, d'un Père Noël avec la remise de cadeaux. Un gros party de Noël festif pour les gens qui étaient seuls ou bien les familles peut-être là, qui ont peut-être besoin un peu de chaleur autour d'eux autres dans le temps des fêtes ou les gens aussi qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se payer un bon repas. Donc, toute la population était invitée. On avait aussi des voitures, des bénévoles qui allaient chercher les gens et puis les reporter, ceux qui n'avaient pas de voiture, ceux qui ne conduisaient pas. Il y a beaucoup parmi la clientèle justement qui n'ont pas de voiture. Et là, bon, l'année passée, il a fallu qu'on se repositionne avec la pandémie. Donc, Carl Fontaine, qui est le cuisinier, lui et sa femme Joanne, qui font le repas depuis plusieurs années, ils font ça gratuitement. Il a dit, écoute, Émilie, pourquoi on ne va pas livrer des repas dans les maisons? Ce à quoi c'est sûr qu'on a embarqué. Puis avec la pandémie aussi, l'année dernière, on avait quand même aussi beaucoup de soutien au niveau des bénévoles parce que les gens étaient disponibles. Même chose pour cette année aussi. Déjà, je reçois beaucoup de demandes, d'offres d'aide pour aller livrer des repas. Donc, c'est comme ça se traduit cette année. Encore une fois, on va livrer des repas gratuits aux personnes qui sont seules ou bien aux familles qui n'ont peut-être pas justement les moyens de se payer des bons repas. Les temps au niveau finances, on le sait, les banques alimentaires sont grandement sollicitées. Donc, je dirais que ouais, ça va être ça pour cette année. Excellent. Et donc, c'est ça, ces personnes seules, malheureusement, des fois, n'ont pas la motivation de se préparer un super repas de Noël. Hein? Fait que qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce repas pour les gens quand c'est livré à la maison? Est-ce que c'est traditionnel, oui, typiquement traditionnel Noël? Oui, exactement, Floralie, tu l'as bien dit. Tu sais, même là, j'ai commencé à recevoir des appels pour les inscriptions. Puis, premièrement, les gens sont tellement gentils, sont tellement reconnaissants. Puis, justement, tu sais, c'est ce qu'ils disent. C'est comme, ils n'ont pas nécessairement l'énergie. Il y en a qui sont plus âgés aussi, donc, où ils n'ont pas nécessairement le temps de se cuisiner une dinde, une tourtière et tout ça. Donc, exactement, là, ça va être de la dinde, de la tourtière, des boulettes, des patates pilées. On met aussi des légumes avec un dessert à l'intérieur, évidemment. Puis, on a aussi là, un petit présent qu'on donne. Là, au niveau des familles, on gâte là, particulièrement les enfants, mais tout le monde, là, on a un repas avec un petit cadeau là, pour tous les gens là, qui participent à l'événement. Puis, l'année passée, là, on était autour du 130 là, repas au niveau là, qu'on a été livrés dans les maisons de Buckingham et des environs. Pensez-vous dépasser ce chiffre cette année? Honnêtement, je pense que oui. L'événement circule, l'information circule beaucoup en ce moment. On reçoit beaucoup d'appels. Donc, je pense que oui. Puis, c'est sûr que, comme on disait aux gens, c'est pas comme un restaurant take-out. C'est vraiment dans le but de répondre à une clientèle, des clientèles cibles, qui est les familles, qui est aussi les gens seuls, qui sont en moyen ou qui ne sont pas en moyen, peu importe. C'est vraiment pour leur donner un petit peu de chaleur dans le temps des fêtes, puis un petit réconfort. Là, tantôt, il y a une madame qui me dit ben, je vais mettre la petite musique de Noël, puis je vais attendre votre repas. Tu sais, c'est quand même très cool d'entendre ça, puis c'est dans cet esprit-là qu'on le fait, puis c'est très motivant d'entendre des commentaires comme ça. Là. Absolument. Alors, ce sera pour le 25 décembre, ces livraisons, si on veut participer, c'est-à-dire que si on veut recevoir ces repas, ben, il faut tout simplement appeler au numéro qu'on peut voir au bas de l'écran. C'est à toi qu'on va parler directement, si j'ai bien compris. Oui. Et on remercie tous les bénévoles qui se prêtent au jeu, qui prêtent leurs mains à cette initiative.
Et c'est jusqu'au 23 décembre, en fait, qu'on peut s'inscrire. Hein? Oui, généralement, les gens ils peuvent s'inscrire jusqu'à la toute dernière minute. Là, on s'ajuste toujours en conséquence. Donc, oui, puis tu l'as bien dit, là, on a un couple, Joanne et Carl, qui font ce repas-là gratuitement à leur maison. Puis c'est beaucoup de travail parce qu'ils vont acheter la nourriture dans un premier temps. Puis aussi, ils se rassemblent eux-mêmes en famille pour préparer la nourriture. Donc, c'est tout ça aussi qui se passe autour, qui se trame autour, qui est intéressant avec les bénévoles aussi de la journée qui sont super motivés d'aller livrer puis de ramener un peu là, Noël à ce que c'est à la base, là, au niveau du partage, l'entraide et tout ça. Mm-hmm. Émilie Barrette, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonjour Sandra Mathieu. Bonjour Floralie, ça va bien? Oui, et toi, comment vas-tu? Super bien, quand il y a un tapis blanc, moi, c'est le bonheur. Ouais, t'aimes l'hiver alors? Ah, vraiment? Est-ce que toi, t'en profites pour patiner l'hiver? Parce que là, je sais que dans tes sujets là, que tu m'as nommés aujourd'hui, on va parler des patinoires à découvrir, des parcours glacés à découvrir en Outaouais. Oui, en fait, des nouveaux parcours glacés. Très contente d'apprendre ça au Parc Nature Éco-Odyssée à Wakefield. Donc, le labyrinthe d'eau, là, qui est unique au monde déjà, va se transformer en patinoire de 5 km. Je pense que ça va être toute une atmosphère. Donc, toutes les fins de semaine jusqu'au 6 mars, on va pouvoir aller y patiner. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on veut poursuivre l'expérience un peu plus longtemps, il y a des refuges là-bas qui donnent vraiment de belles vues sur les collines de l'Outaouais. Je suis allée tester un de ces refuges-là il y a quelques semaines, le refuge L'Exode. Donc, c'est vraiment du glamping très confortable. Pas d'électricité, mais tout est là sinon pour passer vraiment un beau séjour. Tu dis que la patinoire, le parcours là, est ouvert jusqu'en mars, mais est-ce qu'il est ouvert dès maintenant, même si la température est encore un peu chancelante? Non, il faudra attendre encore un petit peu, mais je croirais qu'ils vont l'annoncer là, bientôt sur la page Facebook ou sur le site web éco-odyssée.ca. Oui, puis je trouve ça quand même intéressant parce que 5 km, c'est quand même proche de la longueur du canal Rideau. Là, le canal Rideau, c'est 7,8 km. Fait qu'à aller-retour, là, quand même 10 km si on va au parc Éco-Odyssée, ça fait un bon exercice dans sa journée. Est-ce que tu as une autre suggestion de parcours glacé à nous faire? Oui, en fait, du patinage en forêt au lac des Loups. Donc, c'est un endroit qui est adjacent au parc de la Gatineau, là, dans le coin de la Pêche. Ça aussi, c'est vraiment une expérience assez unique. Donc, c'est un sentier naturel là, ici de 3 km. Et puis, il y a la location d'équipements sur place aussi. Il y a un bloc sanitaire extérieur qui est chauffé. Puis, il y a aussi d'autres activités qu'on peut faire, raquettes, marches. Donc, on peut aller voir un peu plus d'informations là, sur patinageenforêt.com pour cette destination-là. Il y a 2 semaines, quand on s'est parlé, Sandra, tu nous as suggéré un road trip là, à Chelsea. Là, autre suggestion de road trip, cette fois-ci dans la vallée de la Gatineau. Qu'est-ce que tu as à nous suggérer par là? Oui, en fait, à la presse touristique, on aime bien proposer des road trips à chaque saison. Donc là, ce qui est intéressant dans la vallée de la Gatineau, donc au nord de l'Outaouais, c'est que Carpe Diem Aventure, qui est une super belle entreprise de plein air, offre maintenant 4 micro-chalets qui sont maintenant chauffés, donc qui sont 4 saisons, parce qu'on connaissait bien cette entreprise-là pour ses propositions estivales. Donc, Vicky Veilleux et Michael Mercier, là, c'est un couple qui a parti ça en 2018. Donc, on les connaissait pour le kayak, planche à pagaie, canot, vélo. Mais là, écoutez, je pense que ça va être pas mal intéressant d'aller explorer ce secteur-là, donc qui donne sur le lac Blue Sea. Et puis, on ne sera pas loin aussi du parc régional du Mont-Morissette pour aller faire une super belle randonnée hivernale, pourquoi pas. Oui, puis c'est un peu plus au nord, là, bien sûr, là, tout ça, de la ville de Gatineau, mais c'est possible de s'y rendre puis de découvrir l'Outaouais, bien entendu. Et il y a des gens qui sont assez fans de motoneige. Par contre, il y a des façons de faire de la motoneige de façon sécuritaire. Tu as des trucs pour nous?
Oui, ben en fait, je suis allée aux sources. Hein. J'ai fait une entrevue avec Michel Garneau récemment, donc directeur marketing pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. C'est vraiment une belle ressource, la Fédé, parce qu'il nous donne des bons trucs et astuces. Là, surtout en temps de pandémie, c'est vraiment important de bien s'organiser avant de partir en motoneige. Et puis l'année passée, donc, en prévision de la hausse là, des nouveaux adeptes de motoneige, on l'a bien vu, ils ont créé un nouveau guide. Donc, c'est le guide du nouveau motoneigiste. Fait que c'est vraiment une mine d'or d'infos là, qui couvre le sujet de A à Z. Puis, ce qui me rappelait, M. Garneau aussi, c'est vraiment de faire appel à un guide certifié quand on est moins expérimenté ou qu'on a envie d'aller un petit peu plus hors des sentiers battus. Et puis, on peut communiquer à ce moment-là avec les pourvoiries ou les concessionnaires aussi pour faire de la location. Puis, tout ce beau monde-là, donc autant les pourvoiries, les concessionnaires, les guides, on peut les trouver sur la carte interactive de la Fédération. Et puis, plus particulièrement, donc en Outaouais, bien, Tourisme Outaouais, si on va sur leur site, on peut trouver aussi une carte qui nous permet de voir tous les parcours, les sentiers de motoneige qu'on peut faire, tout dépendant de notre niveau aussi, puis du temps qu'on a. Donc, il y en a qui sont vraiment plusieurs centaines de kilomètres, donc d'autres un peu plus courts. Fait que c'est vraiment des belles ressources là, pour s'aventurer en motoneige. Est-ce que toi, t'en fais de la motoneige, Sandra? Moi, en fait, j'ai jamais fait de motoneige, mais c'est quelque chose qui me rend très curieuse. Que je pense que cet hiver, je vais me plonger dans cette activité-là pour la tester. En allant visiter donc la Fédération des motoneigistes du Québec. C'est bien ça le nom? Oui, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Un petit peu plus long, mais tout aussi efficace. Pardon. Puis au Québec, on est chanceux d'avoir ça parce que c'est pas partout dans le monde que c'est aussi bien encadré la motoneige, hein, Sandra? Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est d'autant plus important étant donné qu'on a aussi des cours d'eau, des lacs à traverser. Donc, toujours super important aussi de s'informer, puis justement d'avoir un guide certifié là, avec qui partir pour la sécurité, mais aussi pour rendre l'expérience plus agréable. Mm-hmm. Sandra Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et à vous, merci d'avoir été là pour cette autre édition de TVC Info. Entre-temps, d'ailleurs, depuis qu'on a parlé du parc Éco-Odyssée, on a eu l'information comme quoi le parc Éco-Odyssée ouvre son parcours glacé tous les jours pendant la période des fêtes et ensuite, ce sera à toutes les fins de semaine jusqu'en mars. Alors, il y a moyen d'en profiter. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube TVC Basse-Lièvre. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner également à notre page Facebook. Et moi, je vous donne rendez-vous pour TVC Info Week-end. À très bientôt tout le monde.